tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Conseil des ministres se termine sans accord sur les nominations sécuritaires. Samir Mokbel doit donc décréter la prorogation de Mohamed Kher. Le mandat du général du Conseil supérieur de la Défense expire le 20 août prochain. Les militants Kateb ne bougeront pas de Bourj Hamoud. Sami Jmaïel l'a martelé tout à l'heure. Le chef du parti dénonce l'absence totale de traitement des déchets de la future décharge. Stéphane de Mistura écourte la réunion du groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie. Cette séance n'a pas lieu d'être, assure le coordinateur de l'ONU, alors qu'aucun convoi d'aide n'a pu entrer dans les villes syriennes depuis un mois. Le gouvernement n'a finalement pas trouvé d'accord sur les nominations sécuritaires. Même s'il n'était pas officiellement à l'ordre du jour, ce dossier a largement dominé le Conseil des ministres de ce mercredi. Comme annoncé, Samir Mokbel a proposé 3 noms pour remplacer le général du Conseil supérieur de la Défense, Mohamed Kher, dont le mandat expire le 20 août prochain. Mais le vote n'a pas obtenu la majorité. Le ministre de la Défense va donc faire usage d'une de ses prérogatives. Selon l'article 55 de la loi de la Défense, il peut en effet émettre un décret afin de proroger le délai de la mise à la retraite du général Kher. En parallèle, les professeurs ont manifesté ce matin devant le Grand Sérail. Ils étaient une dizaine d'enseignants mobilisés. Ils réclament la titularisation des enseignants ayant réussi les examens d'entrée, mais n'ayant toujours pas intégré la fonction publique. Sur un autre plan, les Kateb semblent déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat contre la mise en place d'une décharge à Bourj Hamoud. Les militants tiennent un sit-in à l'entrée du chantier depuis samedi. Ils promettent de rester sur place. Sami Jmaïel l'a affirmé tout à l'heure. Le chef du parti a tenu une longue conférence de presse dans laquelle il a une nouvelle fois dénoncé chiffres et tableaux à l'appui l'absence de traitement des déchets qui seront acheminés vers le dépotoir. Le leader avertit contre le risque de maladies et de pollution de l'environnement, d'autant que Sami Jmaïel l'a encore martelé tout à l'heure. Les solutions existent. Les usines sont prêtes, dit-il, à payer pour acheter ces déchets et les recycler afin d'utiliser les matières récupérables. Cela fait un mois qu'aucun convoi n'a pu atteindre les villes assiégées en Syrie. Stéphane de Mistura écourte la réunion du groupe de travail sur l'aide humanitaire. Selon le coordinateur de l'ONU, cette séance n'a pas lieu d'être. À Madaya et Zabadani, 2 villes assiégées par le régime, aucun camion de vivres n'est entré depuis le 30 avril, soit depuis 110 jours. Le responsable fait le même constat à Foua et à Kafraya, cette fois-ci encerclés par les rebelles. De la torture à grande échelle dans les geôles syriennes. Dans un rapport d'Amnesty International, l'organisation dénonce la cruauté du régime dans les prisons. En 5 ans, près de 18 000 détenus ont trouvé la mort dans d'atroces conditions. Lucie Debiol. C'est l'une des prisons militaires les plus connues de Syrie, Seynaïa, au nord de Damas. Depuis le début de la guerre, il y a 5 ans, des milliers de personnes y ont été et y sont toujours emprisonnées. D'anciens détenus ont raconté à Amnesty International les sévices subis derrière ces murs. Quand on arrive, on entend les cris des gardiens. Dès qu'ils ouvrent la porte du camion, chacun d'entre eux attrape un détenu et commence à le frapper. Barres de fer, de plastique, câbles électriques. D'après les rescapés, les nouveaux prisonniers sont roués de coups dès leur arrivée. S'ensuit les viols, les brûlures à l'eau bouillante, les électrocutions. Autant d'actes de torture commis en toute impunité. Quand ils amènent la nourriture, c'est une vraie bataille. Dans chaque cellule, ils font sortir le chef ou 2 autres détenus et les battent. Vous entendez des bruits, à vous glacer le sang. Je tremblais sans pouvoir me contrôler. Selon Amnesty International, plus de 17 000 détenus sont morts dans les prisons syriennes depuis 2011. Environ 300 décès par mois. Des chiffres sous-évalués pour l'ONG qui cite aussi des dizaines de milliers de disparitions. Le monde doit se réveiller et passer à l'action. Maintenant que des négociations de paix ont plus ou moins commencé, la communauté internationale doit s'assurer que la question de la détention, des abus commis quotidiennement pendant ces détentions en Syrie deviennent une priorité, qu'ils soient mis en haut de la liste des discussions et qu'enfin quelque chose soit fait.
En plus d'une prise de conscience et d'une action rapide, l'organisation non gouvernementale appelle à une prise en charge médicale et psychologique des survivants des prisons syriennes. 2 attentats ont frappé l'est de la Turquie ce matin. Au moins 3 personnes ont été tuées, tous des civils, et des dizaines d'autres blessés. Une attaque a d'abord eu lieu à Van. Une voiture piégée a visé un commissariat de police dans le centre de la ville. Quelques heures plus tard, une violente explosion s'est produite dans le jardin du siège de la police d'Elazik. Les autorités soupçonnent le groupe du PKK. Et toujours en Turquie, cette vaste opération de la police financière contre les milieux proches de Fethullah Gülen, le prétendu cerveau du groupe du coup d'État raté. 187 suspects sont recherchés, des centaines de perquisitions ont été menées à l'aube, notamment à Istanbul. Mardi déjà, 100 personnes avaient été placées en détention provisoire. Les identités des individus interpellés n'ont pas été révélées. Après la pause, direction la Cisjordanie, à la rencontre d'une botaniste palestinienne. Son objectif, sauver les plantes endémiques avant qu'il ne soit trop tard. En quelques décennies, l'agriculture a radicalement changé en Cisjordanie. Les cultures traditionnelles ont laissé place à des cultures intensives israéliennes. Une botaniste palestinienne a entrepris de conserver des plantes endémiques avant qu'il ne soit trop tard. Le reportage sur place de Pierrick Laurent et Iris Malker. Vivienne Sansour est botaniste, elle vient ici très régulièrement, car le patron de ce petit magasin agricole de Bethléem possède des dizaines de graines différentes. Mais Vivienne, c'est précisément ce qu'elle recherche. Non, pas ça. Uniquement des plantes endémiques, des fruits et légumes cultivés depuis des générations en Palestine, mais qui disparaissent au profit d'une production standardisée. Ça, c'est vraiment la cachette secrète de Hader. Tout le reste, c'est des graines plutôt courantes de l'agriculture conventionnelle. Mais ça, c'est de la qualité. Hader Abougatas est lui-même agriculteur. Ses graines les plus précieuses, il les collecte auprès des fermiers les plus âgés de Cisjordanie. Et il connaît l'importance de ce patrimoine organique. Ce sont les anciennes graines que nous avons toujours cultivées. Et si elles disparaissent, ce sera pour toujours, comme les dinosaures. On ne les reverra jamais. Or, elles sont fondamentales. Même les géants de l'agro-industrie qui fabriquent des OGM recherchent ces graines originelles. Hader et Vivienne mènent désormais l'enquête ensemble. Ils sillonnent les villages palestiniens à la recherche du Graal. On va essayer de trouver un vieil homme dont on m'a parlé, donc on va dans les champs. Leur objectif, retrouver auprès des anciens un savoir ancestral. Ce jour-là, coup de chance, Aboudi, à 70 ans, récolte et nettoie des radis en bordure de son champ. Là, je fais pousser du concombre blanc. Ça, c'est très rare. Il est vraiment l'un des tout derniers en Palestine qui cultive encore cette variété. C'est génial. Ce sont des plantes traditionnelles. Mon arrière-grand-père les cultivait déjà. On a aussi une variété de courgettes et quelque chose qui ressemble à des épinards. La récolte de ces radis, une autre espèce locale, se fait encore de manière traditionnelle. Chaque découverte est soigneusement documentée par Vivienne. Enregistrement audio, photos. Tout ça, toutes les histoires qu'il me raconte, la façon dont il a récupéré les graines de concombre blanc grâce à 2 vieilles femmes, sa méthode pour nettoyer les radis. Et tout ça, visuellement, c'est de l'art. Ce savoir, Vivienne le met ensuite en pratique sur ce terrain qui était en jachère. Elle plante ici les jeunes pousses nées de graines retrouvées et met en avant la polyculture. Ça, c'est de la pastèque jadouaï. C'est une espèce en voie d'extinction. Les graines portent dans leur ADN l'identité culturelle d'un peuple, d'une région. Certaines graines ont été développées sur des milliers d'années, durant lesquelles les habitants ont soigneusement sélectionné certaines variétés qui leur convenaient. Donc c'est une vraie tragédie car nous perdons partout dans le monde cette diversité génétique.
Alors, pour faire revivre ce patrimoine, Vivienne met à disposition ses trouvailles dans une bibliothèque de graines qu'elle vient tout juste d'inaugurer en Cisjordanie. Ça fonctionne exactement comme une bibliothèque de livres. Vous venez, vous repartez avec un sachet de graines d'aubergine, vous les faites pousser et ensuite vous êtes censé ramener des graines l'année suivante à la bibliothèque. Plusieurs écoles participent déjà à ce programme pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité, avec l'espoir de redécouvrir largement ces plantes qui peuplaient autrefois les champs palestiniens. Et on reste en Cisjordanie où l'Europe finance plus de 500 écoles, maisons, jardins d'enfants, mais où l'État hébreu considère ces installations illégales. La bataille se concentre désormais sur une zone de quelques kilomètres carrés seulement, mais sur laquelle reposent les espoirs d'une solution à 2 États. Reportage de Pierrick Laurent et Iris Malker. C'est un village bédouin paisible à la sortie de Jérusalem. Jabal al-Baba abrite 56 familles installées ici depuis les années 50. Mais le village est directement menacé. Atalar nous montre ce qu'il reste d'une habitation détruite pour la 3e fois en quelques années. L'armée israélienne est venue détruire cette maison à 3 h du matin. C'était en janvier dernier, il faisait froid et ils ont fait sortir tous ceux qui vivaient là, y compris les enfants. Et ils ont détruit le bâtiment alors qu'il avait été installé par l'Union européenne. Financés par l'Europe, ces préfabriqués sont illégaux selon Israël, qui contrôle ici les permis de construire. Alors de nouveaux ordres de démolition sont arrivés ces derniers jours. Tout ça, ce sont des ordres pour détruire de nouveaux bâtiments, même notre mosquée, absolument tous les bâtiments. Ce qui se joue dépasse en fait largement ce village, car ces Bédouins vivent en zone E1, un corridor encore peu construit entre Jérusalem-Est et la colonie israélienne de Ma'ale Adoumim. Si Israël poursuit son extension, Jérusalem sera coupée du reste de la Cisjordanie. Impossible alors d'envisager une solution à 2 États avec une capitale partagée. Ma'ale Adoumim et ses 40 000 habitants pourraient bientôt s'agrandir, aux dépens d'un autre village bédouin, Abu Nawar, où vit une centaine de familles. Les enfants vont à l'école dans un préfabriqué fait de tôle. En février dernier, la France avait proposé de construire une école mieux adaptée, mais à peine livrés, les bâtiments ont été confisqués. Les enfants étaient très heureux, mais à notre surprise, juste après le week-end, les soldats israéliens sont arrivés. Ils sont venus avec un convoi de plus de 30 véhicules, 3 grues. Ils ont démantelé les infrastructures et les ont confisquées. Ici aussi, chaque bâtiment doit être détruit, y compris l'école et la crèche. Pourtant, Abou Imad peut prouver, photo aérienne à l'appui, que sa tribu vit ici depuis des décennies. Regardez cette photo, elle date de 1972 et on peut déjà voir les habitations de notre communauté à Abu Nawar. En revanche, on ne voit aucun signe de Ma'ale Adoumim, ou de Kedar, ou de n'importe quelle autre colonie israélienne. Israël demande même aux Bédouins de déménager à 1 km d'ici, en bordure d'une ville palestinienne. Ce projet de relocalisation des Bédouins, c'est une menace pour les Bédouins eux-mêmes, car ils perdront leur mode de vie, leur culture, et seront obligés de vivre dans un environnement urbain. Et cela constitue un déplacement forcé, ce qui est une violation de la Convention de Genève. Voici le lieu tout proche où les Bédouins sont censés s'installer. Pas assez grand pour accueillir toutes les familles et inadapté à l'élevage de bétail. Le gouvernement israélien a de son côté refusé toutes nos demandes d'interview. Pour seule réponse, cette vidéo et quelques mots expliquant que les négociations avec les tribus locales ont échoué en raison de la mauvaise volonté des Bédouins. Peut-être une sortie de crise en Espagne. Le Parti conservateur a accepté hier de s'ouvrir aux centristes. Objectif, obtenir suffisamment de voix au Parlement pour former un gouvernement, lequel est vacant depuis 7 mois. Mais les 2 formations doivent encore rallier le soutien des socialistes. Les explications de Doria Laïb. Un petit pas vers la sortie de l'impasse politique en Espagne vient d'être effectué par les conservateurs au pouvoir. Après 8 mois de négociations vaines et de 2 élections législatives, le Parti populaire a accepté de discuter avec le parti centriste Ciudadanos.
Seule formation à accepter de dialoguer autour de l'investiture de Mariano Rajoy. La raison fondamentale pour laquelle je demandais une autorisation de négocier avec Ciudadanos est que l'Espagne a besoin d'un gouvernement maintenant. Ciudadanos a fait un pas en avant, le Parti socialiste aucun. Sans ce pas en avant, l'investiture ne peut pas avancer. Les conservateurs du Parti populiste n'ont pas le choix. Cet accord tient à une exigence des centristes menée par Albert Rivera, celle d'une réforme majeure de lutte contre la corruption, cheval de bataille du parti. Les centristes demandent notamment l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le financement présumé illégal du Parti populaire, la levée de l'immunité parlementaire pour les élus nationaux et régionaux, mais aussi le retrait du mandat des élus mis en examen pour corruption politique. Pour autant, l'affaire n'est pas encore gagnée pour Mariano Rajoy. Il lui manque encore 7 sièges pour atteindre la majorité absolue. Les regards se tournent donc vers le Parti socialiste qui refuse pour l'instant de soutenir les conservateurs. Ce qui est sûr, c'est que le Parti socialiste et les millions de personnes qui ont voté pour nous le 26 juin ne l'ont pas fait pour appuyer le gouvernement de Mariano Rajoy, mais plutôt pour éviter un gouvernement Rajoy. Mais il y a urgence si aucun gouvernement n'est formé d'ici la fin du mois d'août. De nouvelles élections, la 3e en moins d'1 an, devront être organisées. Au Mali, une manifestation a fait un mort à Bamako. Plusieurs centaines de personnes étaient venues protester contre la comparaison de Mohamed Youssouf Bathily, arrêté le 16 août dernier. Les manifestants ont jeté des pierres sur les policiers. Les forces de l'ordre, elles, ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et ont tiré à balles réelles sur la foule. Le récit d'Olivier Boulinck avec Kaoru Magassa. La manifestation devait être pacifique, mais elle a dégénéré. Les heurts ont éclaté mercredi matin dans le centre de Bamako, devant le tribunal de la ville. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et ont tiré dans le cortège. C'est la police qui est en train de tirer à balles réelles, la garde nationale aussi. La foule était rassemblée pour soutenir un animateur radio, Mohamed Bathily, plus connu sous le nom de Rasbach. Son père est ministre et pourtant, ses chroniques sur Radio Maliba FM sont très critiques à l'égard du gouvernement. Principale cible, l'armée et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Lundi, il avait été arrêté pour outrage aux bonnes mœurs. Il devait comparaître ce mercredi devant la justice. Sur les réseaux sociaux, Rasbach a appelé les jeunes du pays à se rassembler pacifiquement pour défendre la liberté d'expression. Dans cet hôpital, on soigne des dizaines de blessés. J'étais à l'intérieur d'une maison. Je pensais que les policiers sont partis. Donc après, je suis sorti. J'ai vu 2 policiers. Ils ont tiré sur moi. Les associations de défense des droits de l'homme du pays ont unanimement condamné ce qu'elles considèrent comme une utilisation excessive des armes létales dans le maintien de l'ordre. Le front des incendies s'élargit en Californie. 8 foyers importants, 10 000 pompiers mobilisés. Non loin de Los Angeles, près de 83 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer ce matin. Raphaël Vivante nous en dit plus. Dans le comté de San Bernardino, ses habitants s'apprêtent à partir encore sous le choc. Ils ont vu l'incendie de près. C'était affreux. Parce que je devais mettre toutes les affaires dans la voiture de mon père. J'avais mon père au téléphone. Je lui disais, t'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Notre mère s'est mise à pleurer. On était inquiets, on était à ça du feu. Comme cette famille, près de 80 000 personnes ont été évacuées dans cette région à l'est de Los Angeles. Les autorités ont demandé à tous les habitants de la zone de quitter les lieux le plus vite possible. Je ne pars pas parce qu'on est entouré de toute cette verdure. Et quand le feu arrivera en bas, on devrait être capable de l'arrêter. Plus de 34 000 maisons et bâtiments sont directement menacés par l'incendie. 1300 pompiers tentent de maîtriser le feu. L'état d'urgence, promulgué mardi, devrait permettre de mobiliser des ressources supplémentaires. Dans quelques instants, nous irons à Nadjaf, la ville irakienne où avait débuté l'insurrection contre l'invasion américaine en 2004. Désormais, c'est contre l'État islamique que se battent les milices de cette localité. Restez des nôtres, à tout de suite. On la surnomme le Vatican du chiisme. Toute l'année, Nadjaf, au sud de l'Irak, attire des millions de pèlerins sur le tombeau de l'imam Ali. C'est dans cette ville qu'a débuté l'insurrection contre l'invasion américaine en 2004. Julien Fouchier y est retourné. Une décennie plus tard, les milices livrent désormais une guerre à l'organisation État islamique.
Il y a 1300 ans, ce n'était qu'un simple talus. Une tombe anonyme et secrète au milieu d'une oasis. Celle d'un imam, le premier pour les chiites, l'imam Ali. Sur son emplacement aujourd'hui, l'une des plus grandes villes d'Irak, Nadjaf, 1 million d'habitants. Régulièrement, sa population est multipliée par 2, par 10 même. Des cars bondés de touristes affluent dans les ruelles de la vieille ville. Sur ces trottoirs, c'est un défilé de valises à roulettes. Ils sont venus de tout l'Irak, de tout le Moyen-Orient, du monde entier. Vous venez d'où? D'Inde. On vient d'Iran. On est venu à 120, tous ensemble de Karachi, du Punjab. Pour l'anniversaire de l'imam Ali, la paix soit avec lui. Nous sommes là pour prier. 2 journées de célébration pour la naissance de celui dont la dépouille repose derrière ces murs. Voici l'un des lieux les plus saints de l'islam. Un mausolée recouvert d'or, entouré de tapis persans. Une tombe devant laquelle Haider se rend chaque matin pour y chanter les louanges de celui qu'il vénère. Accompagné par des centaines de fidèles. Simple chanteur, il est pourtant adoré au même titre que les religieux qui l'emploient. Je chante toujours pour l'imam Ali, en son nom. Donc les gens demandent que je les bénisse pour soigner les malades, par exemple. Ils viennent me demander de prier pour eux. Je suis leur serviteur, avec l'autorisation d'Allah. Haider avait 16 ans quand l'armée américaine arrive à Nadjaf. À l'été 2004, un groupe armé chiite établit sa place forte dans le mausolée et ses alentours. Les Américains encerclent la vieille ville, la pilonnent et forcent des dizaines de milliers de familles à partir, comme celle d'Haider. La bataille de Nadjaf devient l'acte de naissance de l'insurrection chiite pendant la guerre en Irak. Haider est revenu vivre dans sa ville natale il y a 5 ans. Sur les bords de l'Euphrate, l'Irak veut montrer un autre visage. Celui de l'insouciance et de la paix. Le chanteur s'est marié et il a un petit garçon qu'il a appelé Ali. Ce que je veux pour lui dans le futur, c'est de ne pas avoir une vie comme la mienne. J'ai vécu dans un environnement de guerre, d'oppression, qui m'a volé ma jeunesse. Ce dont je me souviens, c'est de cet ouragan qui est arrivé en Irak, partout dans le pays. C'était un ouragan de sang. Je me souviens qu'on n'avait plus de nourriture, plus d'eau, et il fallait qu'on rationne les vivres. Et désormais, avec l'arrivée des pèlerins, les autorités se concentrent sur la reconstruction de Nadjaf, parce que la ville est devenue une capitale internationale pour les chiites. Reléguée aux oubliettes sous le règne de Saddam Hussein, la ville chiite est aujourd'hui en plein boom. Des grues poussent un peu partout, les chantiers fleurissent à chaque coin de rue. Nadjaf n'a été doté d'un aéroport international qu'en 2008. Il faut déjà l'agrandir. 5 millions de passagers l'empruntent aujourd'hui chaque année, soit presque autant que celui de la capitale, Bagdad. Face à ce pèlerinage de masse, le mausolée doit multiplier par 10 ses capacités d'accueil. Les autorités religieuses ont choisi une entreprise iranienne pour les travaux. Le grand imam du lieu de culte s'est visiblement inspiré d'un mélange entre un centre religieux et un temple de la consommation.
Il y aura un tunnel pour les voitures, de l'entrée jusque sous le mausolée, et après des escaliers mécaniques jusque dans les lieux saints. Il y aura donc un immense parking, des restaurants, des hôtels, des musées, et donc le pèlerin sera dans de bonnes conditions pour rendre visite à l'imam Ali. La paix soit avec lui. Le dignitaire mise sur la fin des travaux dans un peu plus d'1 an. Il faut faire vite. De plus en plus d'étudiants en religion viennent du monde entier pour parfaire leurs connaissances dans la ville sacrée. Hussein est sud-africain, il vient de Pretoria. Il appartient à la minuscule minorité chiite de son pays, à peine 10 000 fidèles dans une nation à majorité chrétienne. Il y a ce livre qui contient beaucoup de prières différentes. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui que vous recherchez. Il y a beaucoup de choix ici. C'est un marché chiite, donc il y a des livres chiites et on a ce qu'on veut. Dans d'autres endroits dans la région, vous ne trouvez pas un seul de ces livres. D'une certaine manière, c'est un paradis pour moi. Pour les livres, il y en a partout. Quand il est arrivé, il était l'un des rares étudiants étrangers dans le pays. Qui c'est? Et lui, il vient de Tanzanie. Cela fait 2 ans qu'il est en Irak, 3 mois à Najaf. Maintenant, ça va mieux. Les gens sont plus habitués à voir des gens à la peau noire, contrairement au début. C'était « Oh, ah !» Mais c'est une chose que j'adore avec les Irakiens. Même s'ils me regardent, ils vont venir et me demander d'où je viens, comment je vais. Ils ont une sorte de curiosité. Il est le tout premier Sud-Africain à venir étudier l'islam à Najaf depuis la fin de la guerre contre les Américains. Hussein compte bien revenir dans son pays auréolé d'une coiffe de leader chiite éduqué en Irak. Voici son école, l'une des plus réputées de la ville. Elle est gratuite, financée par un puissant imam de la région. Une 60aine d'étudiants étrangers y sont logés, nourris. Ils viennent d'Afrique, d'Iran et d'Europe. Les cours sont tous en arabe. Et donc je ne peux pas y assister. Bilal, 19 ans, est arrivé il y a 1 semaine de Birmingham. C'est compliqué l'arabe? L'arabe, c'est très très dur. Mais c'est obligatoire d'apprendre l'arabe. Comme la famille d'Hussein, celle de Bilal téléphone régulièrement dès qu'un attentat vient rappeler que l'Irak est l'un des pays les plus dangereux au monde. Ma mère m'appelle tout le temps pour me dire « J'ai vu ça et ça qui se passait dans les infos ». Et je dis « Non, ça ne s'est pas passé à Najaf, c'était autre part ». Il y a une idée fausse sur Daesh qui serait partout en Irak et qu'il y aurait la guerre partout ici. Il y a d'autres endroits dangereux comme Paris où il y a eu des bombes, comme Bruxelles aussi. Sauf qu'à Najaf, le territoire de l'organisation État islamique n'est qu'à 100aine de kilomètres. Les chiites sont la cible privilégiée du groupe terroriste. Dans leur capitale, la menace reste omniprésente. Voici le convoi du gouverneur de Najaf. 5 4x4 blindés, discrets. Le chef de la province est dans l'un d'entre eux, jamais 2 fois de suite dans la même voiture. Pour les djihadistes, il est l'homme à abattre. Je crois qu'ils ont toujours manqué leur cible. Oui, ils planifient des attentats sur Najaf, qui ont toujours été déjoués. Moi, je veux que Najaf devienne l'une des plus belles villes au monde. Mais le conflit semble rattraper la ville, malgré elle. Ce matin, le gouverneur a tenu à visiter un orphelinat avant de commencer sa journée. Des enfants qui ont perdu leurs parents dans une guerre dont ils ne connaissent ni le début, ni la fin. Il s'appelle Sajjad. Son père est mort, il a été abattu par balle. Il était policier. Il sait qu'il est mort, mais pas par qui il a été tué. Quelques cadeaux.
Quelques mots d'un gouverneur qui veut croire en un avenir meilleur pour ses orphelins. Si je vous rends visite aujourd'hui, c'est pour rencontrer ceux qui sont très importants pour la communauté, ceux qui, pour moi, pourront reconstruire Nadjaf dans le futur. Il y a des forces obscures en ce moment qui cherchent en permanence à viser Nadjaf, à frapper cette province, à détruire nos imams. La guerre a laissé des milliers d'orphelins dans son sillage. Les combattants sont enterrés dans ce cimetière, la plus grande nécropole musulmane au monde. 5 millions de chiites y ont été inhumés. Les tombes fraîches des miliciens se succèdent à perte de vue. Ces hommes, tous chiites, ne sont pas morts sous les balles des Américains, mais sous celles de leur nouvel ennemi, le groupe État islamique. Voilà, et l'intégralité de ce reportage est à retrouver ce soir à 22 h sur notre antenne dans Code 24, le magazine de la rédaction en français en partenariat avec France 24. Fin de cette édition, tout de suite on enchaîne avec le rappel des titres. Le Conseil des ministres se termine sans accord sur les nominations sécuritaires. Samir Mokbel doit donc décréter la prorogation de Mohamed Kher. Le mandat du général du Conseil supérieur de la défense expire le 20 août prochain. Les militants Kateb ne bougeront pas de Bourg-Jamoud. Sami Jmaïel l'a martelé tout à l'heure. Le chef du parti dénonce l'absence totale de traitement des déchets de la future décharge. Stéphane de Mistura écourte la réunion du groupe de travail sur l'aide humanitaire. Cette séance n'a pas lieu d'être, assure le coordinateur de l'ONU pour la Syrie, alors qu'aucun convoi d'aide n'a pu entrer dans les villes syriennes assiégées depuis un mois. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.